Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. À la une de l'actualité ce soir, interdiction temporaire des stock options et même des bonus en cas de plan de licenciement. Le décret sur les rémunérations des dirigeants des entreprises aidées par l'État entrera en vigueur dès demain matin. Les syndicats restent sur leur faim, reçus à l'Élysée tout à l'heure. Ils réclament des mesures plus concrètes pour tous les salariés. Les bonus seront sur la sellette lors du sommet du G20 à Londres dans 3 jours. Maintenant, le communiqué final devrait comporter plus d'une vingtaine de points, mais sans nouveau plan de relance. La Commission européenne se défend de son côté d'offrir des parachutes dorés à ses commissaires qui reçoivent une indemnité pouvant aller jusqu'à 65% de leur salaire de quelques 20 000 euros durant les 3 ans qui suivent leur départ. Barack Obama n'exclut pas des dépôts de bilan des constructeurs automobiles, mais pour les restructurer, les États-Unis, dit-il, doivent sauver leur industrie automobile. Nos invités, Sonia, ce soir, autour de 2 thèmes d'actualité. Oui, tout d'abord, un début d'encadrement des rémunérations des dirigeants d'entreprise. Le décret Fillon, vu par la CGT et le MEDEF ce soir sur notre plateau. Également, les enjeux et les espoirs du G20 de Londres avec Alexandre Adler et Jean-Hervé Lorenzi. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure et c'est dès demain au journal officiel que sera publié le décret Fillon. Donc pas de stock options dans les entreprises aidées, et cela jusqu'en 2010. Oui. Pressé d'agir par l'opinion publique et sa majorité parlementaire, François Fillon a présenté cet après-midi le décret encadrant les rémunérations patronales. Le texte se limite aux dirigeants des banques et aux 2 groupes automobiles, Renault et Peugeot Citroën, c'est-à-dire là où l'État est intervenu directement. Nicolas Béard. Si votre entreprise a eu recours au soutien de l'État pendant la crise ou a procédé à un plan social, alors ce décret vous concerne. Et plus particulièrement les 6 banques et les 2 constructeurs automobiles français. Dans ces entreprises, le décret interdira à leurs dirigeants stock options et actions gratuites, mais seulement jusqu'à fin 2010. Il est impératif que des règles et des disciplines encadrent les rémunérations des dirigeants d'entreprise pour garantir qu'aucun abus ne sera plus commis. Le gouvernement ne laissera pas le comportement irresponsable de quelques-uns jeter l'opprobre sur les dirigeants d'entreprises en général. Pour la part variable des salaires comme les bonus, pas d'interdiction, seulement un encadrement. Ils seront établis à partir de critères de performance précis, de même pour les parachutes dorés. À travers ce décret, l'État renvoie finalement largement au code de conduite du MEDEF, mais les parlementaires entendent jouer un rôle dès demain lors de l'examen du collectif budgétaire. Au moins nous sommes transparents, à savoir qu'on sait pourquoi on prétend réformer. C'est un débat public et en plus on a un véhicule tout trouvé, c'est la loi de finances rectificative. Il me paraît judicieux que dans la loi, notamment dans le collectif budgétaire, nous puissions introduire la disposition législative qui crée cette obligation, qui demande au gouvernement de respecter ce principe. Les sénateurs PS comptent aller encore un peu plus loin et devraient demander à étendre le champ d'application du décret au-delà de 2010 et au-delà des entreprises aidées. Un décret donc notoirement insuffisant pour la gauche et également pour les syndicats qui ont été reçus aujourd'hui par Nicolas Sarkozy dans le cadre de la préparation du sommet du G20. Il a été question bien sûr du climat social en France. Oui, ce sont les 5 principales organisations syndicales qui ont été reçues à l'Élysée. Il s'agissait de préparer le sommet du G20, mais c'est aussi l'occasion pour les syndicats de rappeler au chef de l'État leurs revendications avant la nouvelle journée de mobilisation du 1er mai. Anne-Louise de Rohan. Message des syndicats au chef de l'État, il faut plafonner les rémunérations des chefs d'entreprise. Et pour le numéro 1 de la CFDT, ce décret n'est pas suffisant. Il demande à Nicolas Sarkozy de porter le débat au sommet du G20. L'enjeu du G20, comme l'enjeu de ce type de décret, c'est de faire en sorte que ce type de fonctionnement, en particulier capitalisme financier, se modifie. Et nous, on ne laissera pas faire des décisions qui sont juste des décisions temporaires pour que tout redevienne comme avant. De l'autre côté de l'Atlantique, Barack Obama compte aussi renforcer le contrôle des salaires des patrons. Avec la crise, les pays du G20 devront prendre en compte un climat social tendu et répondre à des attentes particulièrement fortes. Les acteurs de ce dialogue social en France et partout dans le monde qui commencent à s'inquiéter et qui demandent un certain nombre de comptes à leurs leaders politiques. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui penser une régulation de l'économie mondiale sans intégrer, à côté de la dimension économique et financière, une dimension sociale. Une pression de l'opinion qui s'exercera jusque dans les rues de Londres pendant le sommet du G20.
Voilà, et c'est donc une semaine politique cruciale pour Nicolas Sarkozy avant d'aller discuter et décider des problèmes du monde. Jeudi à Londres, le président de la République doit répondre au mécontentement des Français. Rencontre avec les syndicats, on vient de le voir, et encadrement des rémunérations des grands patrons. Emmanuel Kessler, on va en parler avec vous. Bonsoir. Apparemment, tout est fait pour calmer l'humeur sociale du moment. Oui, le décret, il a un double avantage. Il permet d'agir tout de suite, de désamorcer une bombe sociale qui était en train d'exploser avec une opinion qui est remontée à bloc sur ces questions. Et puis ça répond donc aussi à un impératif de communication. Et puis c'est politiquement maîtrisé, parce que se lancer dans une loi, ça aurait pris du temps et c'était aussi offrir un boulevard à l'opposition. Alors sur le fond maintenant, le texte dessine une réglementation qui est tout de même limitée, provisoire, qui s'applique surtout aux entreprises qui sont directement aidées par l'État, les banques et l'automobile, et qui est axée principalement sur un aspect des rémunérations, les stock options. Un texte donc frileux, dans lequel certains verront, malgré les mots, une volonté de ne pas bousculer le patronat. L'autre explication, c'est qu'il est juridiquement difficile d'aller contrôler la fixation des rémunérations dans des entreprises de droit privé qui fixent des contrats privés. Et tous les gouvernements sont en ce moment confrontés à ça. Vous l'avez entendu sur les États-Unis qui sont en train de mettre en place une réglementation aussi complexe. Le sujet n'est pas définitivement tranché et il sera sur la table du G20. Et il est sur la table de ce studio. Nous en reparlons dans un instant avec nos invités. La Bourse de Paris, en plongeant aujourd'hui, le CAC 40 a terminé sur une chute de plus de 40%. Question, la cité de l'immigration sera-t-elle de 4%, pardon. Question, la cité de l'immigration sera-t-elle un jour inaugurée? Oui, et jusqu'à présent, c'est une série de rendez-vous manqués aujourd'hui par moins de 4 ministres. Christine Albanel, Éric Besson, Valérie Pécresse et Xavier Darcos devaient initialement assister à l'ouverture de la médiathèque de la cité. Finalement, seuls les ministres de l'immigration et de l'éducation étaient présents, mais ils n'ont pas pu prononcer leurs discours respectifs, fortement perturbés par des manifestants. Incertitude relancée sur le programme de l'A400M. Oui, la polémique repart de nouveau sur cet avion de transport militaire empêtré dans des retards gigantesques. Sur le site de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le patron d'Airbus, Thomas Enders, déclare que son entreprise ne pouvait pas continuer l'aventure de l'A400M dans les conditions actuelles. Réaction politique en chaîne pour le ministre de la Défense, Hervé Morin. La France veut que le programme de cet avion se poursuive. Les restructurations dans l'industrie automobile passent parfois par l'éviction de PDG. On le voit aux États-Unis avec le patron de General Motors, mais aussi en France, donc avec, après des mois de rumeurs, le départ de Christian Streff. Oui, 2 ans seulement après son arrivée à la tête du constructeur automobile, le patron de PSA a été brutalement remercié. Il est remplacé par Philippe Varin, actuel patron du sidérurgiste Corus, un spécialiste des restructurations, Jean-Baptiste Daoulas. Ce matin, à l'usine d'Aulnay, la méfiance domine chez les salariés de Peugeot. Personne pour regretter Christian Streff, mais déjà, les syndicats s'interrogent sur la personnalité de son successeur. Philippe Varin a la réputation d'être un tonton flingueur, visiblement. Il a fermé 3 sites Corus, ces 3 sites sidérurgiques en France. Donc il a l'habitude de fermer les sites plutôt que d'en construire. Après un plan de départ volontaire de 3500 personnes annoncé en novembre dernier, les salariés de Peugeot craignent de nouvelles suppressions de postes. Le changement de PDG ne modifiera pas forcément l'orientation du groupe dans les mois à venir. Les hommes, c'est les mêmes, au fait. Ça vient, ça part, ça vient, mais c'est la famille Peugeot qui décide. Donc la stratégie, c'est pas nouveau, c'est pas Varin qui va la décider. C'est sûrement la famille Peugeot qui va décider pour lui. En prenant ses fonctions le 15 avril, la première mission de Philippe Varin sera donc de gagner la confiance de ses troupes. Mayotte sera donc le 101e département français, cela en 2011. Oui, avec plus de 95% des suffrages pour le oui, eh bien les habitants de l'île ont massivement approuvé le référendum qui fera de l'île un département français. Mais qu'est-ce qui va concrètement changer pour les Mahorais? En tout cas, c'est un vaste chantier qui va s'engager pour faire de cette petite île de l'océan Indien un dôme comme les autres. Flora Sauvage. Interdiction totale de la polygamie, suppression de la justice religieuse locale, instauration du RSA ou de l'allocation parents isolés. Les conséquences de la départementalisation vont être nombreuses pour Mayotte. Le gouvernement a décidé que toutes les prestations sociales métropolitaines allaient être appliquées à Mayotte, mais progressivement, sur une période de 20 à 25 ans, pour pas qu'il y ait de changements trop brusques. Il va y avoir aussi des changements avec des impôts qui vont apparaître à Mayotte, comme les taxes foncières ou taxes d'habitation. Là aussi, ça veut dire établir des cadastres qui n'existent pas actuellement. Donc c'est un énorme chantier qui s'ouvre. Un énorme chantier également
temps pour créer un état civil, car aujourd'hui, la moitié seulement de la population a un état civil fiable. Nous savons tous que l'immigration à Mayotte est très importante et il faut savoir qui est qui, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les biens matériels. Et pour que Mayotte devienne officiellement le 101e département français, certaines dispositions institutionnelles vont être nécessaires. Il va y avoir une loi organique qui va transformer Mayotte en département et il va y avoir une loi ordinaire qui verra les mesures concrètes à appliquer, par exemple augmenter le nombre de conseillers généraux qui existeront. Une fois que ces deux lois seront votées, Mayotte ne sera encore pas tout à fait département puisqu'il faudra de nouvelles élections pour élire un nouveau conseil général. Et ce nouveau conseil général, qui doit être réélu avant 2011, aura une particularité puisqu'il s'agira d'une assemblée unique qui aura à la fois les pouvoirs d'un conseil général et d'un conseil régional, une première dans le droit français. Voilà, on l'apprend à l'instant, les syndicats vont lancer un appel unitaire le 1er mai après la journée de manifestation du jeudi 19 mars. Tout de suite, donc, notre premier débat, rémunération des dirigeants. Le décret Fillon est-il une réponse suffisante ? Et avec nous pour en parler, Henri Vaquin, sociologue, Michel Dondu, membre du bureau confédéral de la CGT et Thomas Chaudron, ancien président du Centre des jeunes dirigeants. Ce décret sera donc publié dès demain pour une entrée en vigueur immédiate. Le décret Fillon va encadrer les salaires et des dirigeants d'entreprises aidés par l'État. Pas de stock options, bonus encadré, voire interdit en cas d'importants licenciements. Votre premier commentaire, Michel Dondu. Mais écoutez, je crois que c'est une mesure symbolique. Elle va concerner, si j'ai bien compris, 6 banques et 2 grands constructeurs automobiles français, alors qu'il y a des milliers d'entreprises cotées en bourse. Alors bien sûr, c'est une mesure qui, on peut le penser, aura le mérite au moins de reconnaître ce formidable sentiment d'injustice qui prévaut parmi les salariés en France. Mais enfin, disons qu'on n'est même pas dans le cadre du service minimum gouvernemental. Je crois que le fond de la question, c'est... Ils auraient pu se contenter du code éthique du MEDEF. Oui, bien sûr, mais on voit bien que les codes ne suffisent pas, et là, on n'en est pas loin. Je pense que c'est un décret qui est contraignant pour quelques entreprises et qui renvoie à ce code de bonne conduite pour l'ensemble des autres. Ce que je voudrais quand même vous dire, c'est qu'il me semble que il faut qu'on aborde réellement la forme de rémunération du patronat aujourd'hui. Ces stock options intéressent directement, personnellement et de manière considérable les grands managers à la hausse du cours des actions. Et on l'a vu bien souvent que cette hausse du cours des actions est très contradictoire avec celle des salaires, le développement de l'emploi, le développement de l'entreprise. Et là, il y a vraiment un problème que les grands patrons soient intéressés directement à ce que les salariés vivent très mal dans les entreprises. Très bien, on reste sur les réactions. Thomas Chaudron, est-ce que vous êtes satisfait que ça n'aille pas plus loin finalement aujourd'hui ? Monsieur vient de le dire, on est dans le symbole. Sauf qu'aujourd'hui, dans la crise qu'on vit, on a besoin de symboles. Ce décret est un symbole. Moi, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Parce que je crois qu'il y a des abus et que s'il faut faire un décret pour 6, 8 groupes, ou s'il faut faire une loi pour 40, 50 dirigeants, c'est peut-être pas assez. Mais en tous les cas, aujourd'hui, déjà, on a répondu par le symbole à un autre symbole qui est celui de l'agression collective que font ces personnes, parce que moi j'ai beau être dirigeant d'entreprise, je suis dirigeant d'une PME de 40 personnes, je ne me reconnais absolument pas dans ce qui sont même pas des grands patrons, parce qu'ils sont même pas patrons, c'est des salariés, et quant au fait qu'ils soient grands, on pourra avoir un autre débat. Pour vous, c'est des patrons voyous ou des patrons inconscients, justement? Comment vous les qualifiez? Non mais voyous, le terme peut s'appliquer à plein de choses. Moi je trouve qu'ils sont inconscients, je trouve qu'aujourd'hui c'est une forme d'inconscience, d'irrespect face à ce que peuvent vivre. On prenait le cas de Valeo la semaine dernière. Si vous voulez, il y a des centaines de sous-traitants de Valeo qui sont aujourd'hui vraiment avec des grosses difficultés. Vous avez des centaines de sous-traitants, des milliers de PME, des millions de Français. Et avoir des gens qui sont totalement déconnectés de la réalité, il fallait qu'il y ait un symbole qui y réponde. Mais là, par exemple, il n'y a rien sur les parachutes dorés dans le décret. Donc le patron, il aurait dû avoir une loi sur les parachutes dorés. Et le patron de Valeo aurait pu partir tout à fait légitimement avec son parachute doré. C'est inadmissible que ça existe encore dans un pays comme la France. Henri Vaquin, est-ce que ce symbole dont on parle sera assez fort pour calmer l'humeur sociale et le mécontentement face à ces patrons goinfres aujourd'hui? Écoutez-moi, qu'est-ce qui titille aujourd'hui les décideurs, où qu'ils soient, dans cette affaire? C'est très machiavélique, cette affaire. Machiavel, vous savez, c'est le type qui expliquait gentiment qu'il faut savoir faire. Il disait au prince, il faut savoir faire par libéralité ce à quoi la nécessité contraint. Là, il y a de la contrainte dans l'air, il y a de la colère en puissance. Et puis, il y a en fait quelque chose qui est très important, c'est que
Il faut maintenant se poser une question qui est incontournable. Est-ce que le capitalisme est un organisme génétiquement modifiable ou non? C'est ça la question qui est posée. C'est tout l'enjeu du G20. C'est ça. Et beaucoup plus que ça, si je peux me permettre. C'est pour ça que entre les décisions symboliques qui ont pour objet de sauver les meubles dans une fausse réponse à la colère, on peut se poser véritablement la question de fond. Est-on en situation aujourd'hui de comprendre ce qui nous a amenés où nous sommes pour être capable de ne pas rééditer dans 20 ans d'ici la crise de 29, après celle de 2008, etc. Et ça, je pense qu'il faut se poser une question de fond. C'est-à-dire que le capitalisme, sur son versant ultra-libéral, là, depuis Madame Thatcher et puis depuis Monsieur Reagan, d'une certaine manière, ils ont instauré un certain nombre de valeurs sous forme de postulats qui ont légitimé tout ce qui s'est fait derrière. Il faut rappeler que ces valeurs-là, elles sont banales, hein, c'est celle de la liberté conçue comme la liberté du loup dans le poulailler, avec un autre principe fondamental, qui serait celui où tout le monde est à égalité de dignité pour laisser libre cours à la rapacité de chacun. Ça tient pas la route, cette affaire. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient pour savoir ce qu'on a à faire, mais aussi parce que, en gros, ce qui se passe en ce moment, c'est un suicide de cette forme de capitalisme ultralibéral. Pas tous les capitalismes, mais en tout cas celui-là, ça fait pas de doute. Et que ceci ne doit rien, ni aux oppositions syndicales, ni aux oppositions social-démocrates classiques. À quoi ça tient alors? Ça tient justement que quand vous instaurez un postulat comme tel sur la planète, et vous avez vu avec quelle vitesse les acteurs s'y mettent, même à l'Est, hein. Le communisme de marché s'est instauré en un temps. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que d'une certaine manière, l'envoûtement dans lequel on a été pendant 30 ans sidère terriblement quand ça arrive. Et moi, nos grands patrons, parce que vous avez raison de distinguer les gros des petits. Les grands patrons aujourd'hui, ils me font penser beaucoup, à des amis comme proches de toi, c'est-à-dire les vieux staliniens. Vous savez, quand on se trouvait avec l'écroulement, des amis proches de toi, j'ai pas dit toi, hein. Oui. Quand s'est écroulé... Parlez-vous entre camarades. Non, mais quand s'est écroulé le mur de Berlin, ce que ça a été comme drame pour tous ces gens qui avaient investi toute leur vie dans le fait de sauver le monde et de se retrouver dans la pagaille et la tyrannie. Eh bien, nos dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont exactement dans le même statut. Ils sont sidérés et leur désenvoûtement à l'égard de l'ultralibéralisme, c'est maintenant ce qu'ils ont à opérer. Et ça, il n'y suffira pas des stock options. Alors Michel Dondieu, autre question très importante, c'est le partage des bénéfices. Est-ce que selon vous, il faut aller plus loin? Il faut aussi un texte justement pour obliger les entreprises à distribuer aussi leurs profits dans l'entreprise? C'est ce qu'attendent les salariés. C'est évidemment ce qu'attendent les salariés, de la protection sur l'emploi et une véritable négociation sur les salaires. S'il y a ce sentiment d'injustice qui a tant grandi en France, si on a une telle mobilisation et si, comme vous l'avez dit, elle va se réitérer le 1er mai, c'est parce que beaucoup de salariés portent ces revendications. Et je voudrais dire que le sentiment, c'est pas simplement une question de rémunération des grands patrons, c'est réellement ce sentiment qui est fondé que les richesses créées depuis 10 ans, depuis 20 ans, ne cessent de profiter aux revenus du capital au détriment de ceux du travail. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce constat? Vous étiez d'accord pour dénoncer les rémunérations folles des dirigeants. Est-ce que vous êtes d'accord pour pointer également le déséquilibre des rémunérations dans l'entreprise depuis plusieurs années? Mais je pense que c'est un peu plus large que ça, parce que si on s'arrête au combat idéologique actionnaire contre salariés, on oublie d'autres parties prenantes dans l'entreprise. Moi, je vais élargir un peu le propos, par exemple, à la question de l'environnement ou la question de la société en général, même de l'éducation. Comment on finance aujourd'hui la société dans laquelle on vit? Parce que les déficits publics, tout le monde peut dire. C'est une question concrète sur les rémunérations. Mais moi, je pense qu'il faut revoir ce mode de répartition. C'est vrai qu'il y a un accaparement du court terme par les actionnaires depuis un certain nombre d'années qu'il faut revoir. Et moi, je trouve dommage que dans le décret, non seulement l'État n'oblige pas les entreprises et les dirigeants de ces entreprises à refuser des bonus, stock options et tout ça, mais qu'il n'impose pas des critères sociaux ou environnementaux à l'entreprise qu'elles aident. Après tout, si l'État met de l'argent, il faudrait qu'il y ait un retour pour la collectivité et pas que pour les salariés, même s'il en faudrait peut-être parfois pour les salariés. Mais partager les bénéfices, ça veut aussi dire qu'il faut des bénéfices. En 2009, il n'y aura pas grand-chose à partager. Thomas Chaudron, on parle souvent de stock options avec vraiment, c'est des sommes très importantes, mais est-ce que vous-même, vous avez des stock options avec des montants raisonnables peut-être? Mais moi, je suis propriétaire de mon entreprise, voyez-vous. Donc, j'ai une partie importante du capital, très importante, puisque j'ai aujourd'hui 100% du capital, mais une entreprise de 40 personnes qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ni Monsieur Bouton, ni personne n'est venu me demander d'investir et voudrait prendre une part de mon entreprise. Ça tombe bien, j'ai pas envie de prendre une part de cette entreprise non plus. Quelle est l'échelle de salaire dans votre entreprise de 40 personnes? Rappelez-nous pour la situer ce que vous faites. Moi, j'ai une entreprise qui fabrique des cloisons de bureau. Moi, je touche 4 500 euros par mois.
C'est la moyenne qui est annoncée tout partout, donc j'ai aucun problème à la dire. J'ai des salaires qui vont de 1600 € à un peu plus que moi, quoi. Michel Donédu, quand vous entendez cette échelle de salaire dans l'entreprise de l'ancien dirigeant du Centre des jeunes dirigeants, comment réagissez-vous? Oui, non, mais c'est un fait. Raisonnable? Oui, mais c'est un fait que si vous voulez, il y a différentes catégories d'entreprises en France. Oui. Il y a des groupes et des entreprises familiales, et elles ne sont pas logées à la même enseigne. Et bien souvent d'ailleurs, des entreprises familiales, quand elles sont prises dans des réseaux de sous-traitance des plus grands groupes, elles sont aussi étranglées financièrement. D'ailleurs, nous avons, la CGT porte des revendications pour, je dirais, assainir ces relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la rémunération, les revenus distribués par les grandes sociétés, celles qui sont cotées en bourse, je ne parle pas des artisanales et des PME familiales, elles ont littéralement explosé ces 10 et 20 dernières années. On est arrivé à 200, les chiffres de compte de la nation de 2007, 227 milliards d'euros distribués par les grandes entreprises. 3 fois plus qu'en 97, 8 fois plus que 20 ans auparavant. Ça représente plus que les cotisations sociales employeurs et les impôts à la production réunis de toutes les entreprises. Donc vous voyez, là, il y a réellement un déséquilibre qui s'est produit, je le répète, entre ces dividendes, les revenus du capital et ceux du travail. Et ce n'est pas simplement répondre à une question de justice sociale, mais on a réellement un besoin de rééquilibrer les choses pour sortir de la crise, parce qu'il y a trop de déséquilibres qui en résultent. Michel Donédu, on l'a dit tout à l'heure, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation le 1er mai. C'est une nouvelle manifestation unitaire. Avec Force ouvrière, qui se décide généralement à part, le 1er mai. Est-ce qu'il y a de nouvelles revendications aujourd'hui? Bien, écoutez, les revendications, elles sont... Au lendemain du sommet social, oui, on n'a pas encore de réponse. Ce sont les salaires, c'est des mesures pour protéger l'emploi, c'est des mesures pour relancer l'investissement public dans le cadre d'un développement durable, c'est des mesures de régulation sociale au niveau international qu'on va d'ailleurs porter à l'occasion du G20. Très bien. En même temps que c'est beaucoup plus que ça, cette affaire. C'est-à-dire que souvent, on accuse les syndicats de ne pas avoir des revendications explicites sur ce genre de choses. C'est plus qu'hier. Non, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les syndicats viennent de faire quelque chose de très important. Eux qui sont souvent très décriés. Il y a eu cette crise, il s'est passé 6 mois pendant lesquels, grosso modo, on n'a rien entendu du côté des contre-pouvoirs, pas plus politiques que syndicaux. Et c'est vrai que la crise sociétale qui est en puissance, les syndicats ont fini d'abord par s'unir, parce que la pression des tensions sociales vous la rendait inéluctable, cette unité. Et puis ensuite, ils ont offert le 29 janvier l'occasion d'un exutoire à cette colère. Ils en ont redonné un autre le 19, ils en redonneront un autre le 1er mai. C'est très important ça, parce que plus les colères s'enquistent, plus elles sont dangereuses. Et à cette fin, les syndicats viennent de démontrer une part de leur autorité décisive que personne ne détient à part eux. Là, vous allez contre, évidemment, la présidente du MEDEF qui avait dénoncé la démagogie des syndicats. Thomas Chaudron, vous êtes sur quelle ligne, vous, par rapport à cela? Moi, je pense que sur la fonction des syndicats de canaliser cette colère. Henri a raison, parce que de toute façon, on a toujours intérêt à avoir des corps organisés qui structurent cette colère plutôt que ça s'exprime par des moyens beaucoup plus radicaux. D'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, et c'est pas en bloquant la France régulièrement, même si le 1er mai, c'est férié que personne ne travaille, donc là, il n'y a pas de problème. Mais je pense que... travaille le 1er mai. Oui, vous avez raison, mais n'empêche que vous pouvez, et tout le monde sait très bien que le 1er mai on ne travaille pas, donc je pense qu'il faut manier avec précaution cet outil qui est aussi un symbole, comme le décret aujourd'hui est un symbole, et si le décret le symbole du 1er mai peut contrebalancer celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire expliquer qu'il y a quelques dirigeants qui remettent dans le droit chemin, mais qu'il ne faut pas tirer sur la grande majorité de tous les dirigeants qui créent quand même des richesses avec l'entreprise, ce sera pas mal. Non, la demande syndicale est portée par les salariés, c'est pas simplement de remettre quelques dirigeants dans le droit chemin, c'est réellement qu'on réponde. Mais non, c'est qu'on réponde aux revendications qui sont portées. Voyez-vous, je reviens sur cette question des salaires. Elle ne date pas de la crise. Le mécontentement sur les salaires est monté depuis des années et des années. La crise n'a fait qu'exacerber cette revendication. Il nous faut des réponses. Nous demandons l'ouverture de négociations dans toutes les entreprises sur cette question-là. Alors, les grandes entreprises où il y a des dividendes versés, il s'agit d'un partage des profits. Il faut trouver aussi des solutions dans les rapports commerciaux entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants pour permettre à tous les salariés d'avoir des augmentations de salaire. Merci messieurs. Nous rejoignons à présent pour la suite du 18h l'essayiste Alexandre Adler et l'économiste Jean-Hervé Lorenzi. Mais tout d'abord, un petit rappel des enjeux du G20 du 2 avril à Londres avec Thomas Raguet. Le secrétaire au Trésor américain le reconnaissait lui-même la semaine dernière. C'est une finance mondiale en roue libre qui a conduit à la crise actuelle.
Notre système de contrôle n'était pas équipé pour prévenir la mise en place de telles prises de risques. Le système a récompensé les profits à court terme plutôt que les investissements durables, ce qui a bouleversé les forces en présence. Le règne de l'autorégulation s'achève. Les États doivent maintenant définir des règles pour éviter que la finance à elle seule mette en danger l'économie mondiale. En France, un groupe de travail Sénat-Assemblée a planché sur des pistes en vue du G20 pour établir des garde-fous. On voit des établissements se regrouper, se concentrer. Est-ce qu'il n'y a pas un jour à se poser la question de la dimension de ces groupes nouveaux? Si de tels groupes supranationaux sont en difficulté, ne mettent-ils pas à eux seuls en péril l'équilibre du monde et l'économie mondiale? On parle alors de risques systémiques. Exemple, l'américain AIG. La compagnie sauvée de justesse l'automne dernier assure l'entreprise d'un Américain sur 3. Mais limiter la taille des groupes n'est pas la seule piste. Il doit y avoir toute une panoplie de sanctions. Je pense notamment sur la question des paradis fiscaux qui doivent pouvoir être mises en place dans le cadre de l'inobservation des règles qui seraient instaurées. Des paradis fiscaux qui voient circuler la moitié des fonds financiers mondiaux. Des espaces sans règles qui ont vu prospérer des acteurs financiers sans aucun contrôle. Pour l'économiste Michel Aglietta, les principales banques centrales européennes et américaines ont un nouveau rôle à jouer. Il faut que les banques centrales deviennent responsables, disons, de la surveillance d'acteurs financiers qu'elles ne regardaient pas avant. En particulier les banques d'investissement, mais aussi sans doute certains hedge funds. Et probablement, éventuellement, certains fonds spéculatifs, si vous voulez. Dernier point à réformer, les agences de notation financière. Standard & Poor's, Fitch, Moody's, ces agences sont longtemps évaluées dans l'opacité, ceux par qui elles étaient rétribuées. Un conflit d'intérêts qui, pour beaucoup, a masqué l'arrivée de la crise. Voilà, ils nous ont rejoints sur ce plateau, donc Alexandre Adler et Jean-Hervé Lorenzi. Messieurs, bonsoir. Un commentaire peut-être d'abord sur ce décret sur les rémunérations. Officiellement, le gouvernement se réjouit que la France soit en première ligne contre les dérives du capitalisme. Ce sont les mots prononcés aujourd'hui par Roger Carucci. Jean-Hervé Lorenzi, votre commentaire? C'est un tout petit début? Il y a beaucoup de postures, donc c'est le plus important dans la semaine. Alexandre Adler? Oui, il y avait déjà eu dans les Guignol, l'ours Barzi qui avait chanté l'International, donc c'était une anticipation de ce que l'on voit maintenant, c'est amusant d'ailleurs. Bon, vous nous dites que les choses sérieuses vont commencer au sommet du G20 dans 3 jours à Londres. Hein. Alors justement, oui, c'est à 3 jours à Londres. Jean-Hervé Lorenzi, une première question d'abord générale. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ce sommet du G20 ? Écoutez, quels que soient les résultats du sommet, c'est une véritable révolution parce qu'au fond, c'est la première fois, on a démarré à Washington il y a 3 mois, mais c'est la première fois que la plupart des sujets sont évoqués entre des pays qui jusqu'alors n'avaient pas l'habitude de discuter ensemble. Je vous rappelle juste que l'année 2008, c'est l'année de l'échec du sommet de Doha, c'est-à-dire l'échec des discussions entre pays, c'est l'incroyable volatilité des prix des matières premières, c'est-à-dire au fond c'est un monde qui n'avait aucune capacité de se mettre d'accord sur des sujets. Et c'est cette semaine que on va entamer un processus. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y aura des résultats tombés à la renverse. Ah bon, il y aura un communiqué final. Hein. Il était déjà plus ou moins esquissé dans le Financial Times. Est-ce que cela veut dire également des résultats concrets à suivre très vite? Oui, j'imagine qu'on va avoir pas mal de remarques sur les problèmes de comptabilité. On va avoir des remarques sur les agences de notation. Et puis, on va sûrement dire quelque chose sur la coordination des programmes de relance. Mais c'est surtout le processus qui est en marche, qui est très nouveau et très positif. Justement, Alexandre Adler, on va évidemment beaucoup parler de régulation financière, etc. Est-ce qu'on risque d'oublier certains sujets qui fâchent, peut-être, comme le protectionnisme, par exemple? Le protectionnisme, tout le monde est contre. Mais comme dirait Sacha Guitry, il y en a qui sont tout contre. C'est-à-dire que, pour des raisons tout à fait naturelles, ni Barack Obama, qui est quand même le sénateur de l'Illinois avant d'être président des États-Unis, donc l'élu de l'industrie automobile,
pas des patrons, mais de ces milliers, voire des millions d'ouvriers du Middle West qui sont soit dans les entreprises automobiles elles-mêmes, soit chez les sous-traitants. Et de Boeing également, car il s'était manifesté en faveur de Boeing durant sa campagne présidentielle. Boeing, c'est dans l'État du Washington, c'est loin, mais c'est tout près quand même du Congrès. Oui. Et en fait, il y a un certain nombre de grandes entreprises industrielles américaines qui, parce que les États-Unis pratiquent davantage le crédit que d'autres, sont à genoux. Et évidemment, personne n'empêchera l'État américain de les secourir. S'agissant de l'Europe, nous avons malheureusement Madame Neelie Kroes, la commissaire néerlandaise à la concurrence, qui elle est un peu intégriste. Donc quand l'Allemagne veut sauver Opel ou quand la France veut sauver Renault, elle n'est pas d'accord. Et il n'y a pas de Neelie Kroes aux États-Unis. Donc bien sûr, tout cela fait des ordres, mais il y aura du protectionnisme. L'essentiel étant que celui-ci soit limité à la fois dans le périmètre et dans le temps. On peut accepter des exceptions protectionnistes à condition qu'elles ne soient pas généralisées et qu'elles ne durent pas trop longtemps. C'est cela le compromis véritable. Vous êtes d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi qui dit que quels que soient les résultats, finalement, c'est une date qu'on va retenir dans l'histoire? Évidemment, il a parfaitement raison. D'abord parce qu'il y a des pays qui n'avaient jamais été... comme le Mexique ou le Brésil, qui sont de grandes puissances économiques, on leur avait jamais demandé leur avis pour une question aussi importante. Donc ça, c'est une première et c'est à mon sens irréversible. Ensuite, parce que vis-à-vis des marchés, parce que c'est un économiste prix Nobel d'ailleurs qui s'appelle Akerlof a retrouvé ça chez Keynes. Il dit c'est les esprits animaux qui comptent, c'est-à-dire en fait le moral, l'esprit d'entreprise, l'esprit de décision, qui sont aujourd'hui complètement paralysés. Et donc, des grands moments de ce genre sont absolument importants pour réveiller chez les investisseurs, chez les entrepreneurs, un peu de confiance. Et aujourd'hui, cette confiance n'est toujours pas remise en route parce que les banques ne sont pas encore crédibles à l'heure qu'il est. Donc c'est vrai que s'il y a une entente des grands pays de la Terre pour dire nous allons dans la même direction, ça aura des effets de toute façon. Alors vous pointez l'une des différences d'approche entre les États-Unis et l'Europe sur le protectionnisme, Alexandre Adler. Est-ce qu'il y en a une autre fondamentale, puisqu'on ne cesse de poser les États-Unis et l'Europe entre, d'un côté, le souci de régulation financière en Europe et le souci de relance par des milliards et des milliards aux États-Unis? La différence de fond, c'est que, en réalité, nous sommes confrontés à une situation économique extrêmement difficile. Vous verrez que la semaine qui vient ne sera pas uniquement celle du G20, mais elle sera aussi celle des résultats du chômage aux États-Unis et les chiffres, on les connaît, ce sera entre 650 000 et 700 000 pertes d'emploi. Donc on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Et en Europe, nous n'avons pas encore pris conscience de la gravité de la situation. C'est ce que dit Barack Obama. C'est ce que dit, et il a raison. C'est pas parce qu'il est président des États-Unis qu'il a forcément tort. Et sur ce plan-là, il a absolument raison. Nous n'avons pas pris encore conscience, mais de manière beaucoup plus proche. Ce matin, j'ai participé à une petite séance table ronde, et il y avait un ancien Premier ministre danois qui est un type absolument formidable et qui expliquait la même chose, c'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui d'hommes politiques ou de femmes politiques en Europe ont bien cette perception. Simplement, nous avons une sorte de crainte des dirigeants de nos pays. Je parle de ceux qui sont au pouvoir, et évidemment une faiblesse absolue de la Commission qui, en réalité, empêche d'attaquer les sujets là où ils devraient être, c'est-à-dire avec l'ampleur qu'il faut. Mais justement, alors, Jean-Hervé Lorenzi, comment pourrait se traduire une vraie prise de conscience par les Européens, justement, de ce que dit Barack Obama? Il faudrait deuxième plan de relance, plus d'efforts? Mais c'est évidemment ça qui va avoir lieu. Donc c'est ça qu'il faut. C'est pas il faut, ça va avoir lieu. Le problème, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps. En gros, Monsieur Barroso sort le chiffre de 400 milliards d'euros. Ce chiffre, c'est des carottes et des choux qui ont été associés, mais il y en a peut-être pour 250 milliards. On voit bien que par rapport aux chiffres de moins 3% de croissance en 2009 vraisemblable, et c'est plutôt la fourchette optimiste, il est clair que c'est pas les plans de relance extrêmement faibles. Je ne parle pas du plan allemand qui est lui assez bien calibré. Le plan français assez encore un peu en dessous de la marge. En Espagne, en Italie très faible. Donc c'est de ça dont il s'agit. Et vous les trouvez où les milliards, alors qu'on a entendu François Fillon dire qu'on ne pouvait pas aller plus loin aujourd'hui? C'est la responsabilité. Moi, je n'ai jamais pensé que le financement des plans de relance était uniquement budgétaire. Donc j'ai plaidé ce matin pour un emprunt en Europe, mais quand j'ai dit
énormément d'économistes disent la même chose. Il faut qu'on sorte vraisemblablement quelque chose qui est de l'ordre du double de ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Sinon, vous savez, c'est très simple, ça coûte beaucoup plus cher, beaucoup plus cher de sortir d'une récession que d'essayer de prévenir une récession. Donc c'est un calcul de bon sens, ce que très partagé. Donc mon opinion n'a pas grande importance, mais c'est une opinion, j'allais dire, majoritaire. C'est comme le vaccin de la grippe, il faut le prendre avec des vitamines avant quand on comprend les premiers refroidissements, sinon après c'est les antibiotiques, c'est long. Mais en effet, le problème c'est que Kissinger l'avait dit pour des crises politiques, mais c'est aussi vrai pour les crises économiques, il dit quand j'appelle l'Europe, on me dit il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Et en effet, nous sommes paralysés par le fait que un emprunt européen, un budget en excédent, un dépassement budgétaire, mais qui serait européen et dont les fonds seraient contrôlés par tous les Européens. Parce qu'on sait bien que les Allemands ou les Nordiques en général, on a l'impression qu'on va leur demander leurs sous pour dépenser pour nos bêtises, pour les 35 heures. Voilà, non. Alors là, il faut dire non. On va faire de la recherche, on va faire de l'investissement, et ça, c'est possible. Mais malheureusement, nous attendons quoi? L'élection allemande. Parce que avant le mois de septembre, Madame Merkel ne peut pas ouvrir les cordons de la bourse sans être accusée immédiatement par l'opinion de brader l'argent, le bon argent allemand. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas simple. Il y a une grandeur très grande à avoir associé des pays et des économies très diverses. Mais aujourd'hui, nous avons plus de problèmes que les États-Unis. Nous avons par exemple l'inflation espagnole, la bulle immobilière espagnole qui a explosé. La situation est absolument indescriptible en Espagne. Londres est une ville bombardée parce que la City était axée non pas sur le marché européen mais sur le marché mondial. Et nous avons tous nos nouveaux entrants qui étaient prometteurs avec de forts taux de croissance, comme les Hongrois, comme les Polonais, comme les Lettons. Là, ils ont quasiment bu la tasse comme les Islandais, qui sont véritablement en situation un peu de rigidité. Il faut absolument les aider d'urgence. Alors tout ça ne facilite pas la tâche. Mais à long terme, c'est vrai que l'Europe a des atouts grâce à cela que peut-être qu'une autre région du monde ne peut avoir. Mais c'est le moment maintenant de la faire, l'Europe. Alors Alexandre, un mot peut-être sur Barack Obama qui a un programme très chargé cette semaine en Europe avec l'OTAN, etc. Est-ce que c'est une manière pour lui d'affirmer ou plutôt de conforter finalement son leadership aujourd'hui? Oui, vous savez, Obama n'aime pas tellement la démonstration. S'il avait pu se dispenser de ce G20, il s'en serait dispensé. Mais comme il est le président des États-Unis, c'est-à-dire d'un des plus grands États de la planète, il va faire son travail. Le problème d'Obama, c'est que c'est un président... Il va entrer dans les pieds? Un peu, c'est un président de gauche. Donc il doit rassurer la droite. Nous avons des gouvernants de droite, ils doivent rassurer la gauche. C'est pour ça qu'on a des déclarations ronflantes comme celle de Carucci auxquelles faisait allusion. Et lui, Obama, on lui reproche d'avoir mis la sécurité sociale, des aides sociales dans son budget de relance et de ne s'être pas attaché véritablement à la relance vers les entreprises. Alors d'être vu avec des Européens qui, pour le gros des Américains, même démocrates, sont des socialistes un peu bizarres, c'est pas bon. Mais il faut qu'ils reviennent en disant j'ai défendu les intérêts de l'économie mondiale. Gervais Lorenzi, il y a le 2 avril, mais probablement qu'il y aura d'autres rendez-vous après. Déjà, Gordon Brown vient d'annoncer qu'il n'exclut pas un autre sommet cette année. Donc c'est pas juste une journée, il y a toute une série de rendez-vous déjà après. Bien sûr, la première réunion avait lieu sous la présidence Bush, donc c'était pas quand même la situation idéale. On a eu raison de la tenir, même si c'était un peu faible côté américain. Et que Bush a fait une grande chose, mais je ne t'interromps pas davantage. Je vous dirai après ce qu'il a fait ce jour-là. Mais donc, on a lancé un agenda, des groupes de travail sont réunis. On voit bien que les deux thèmes qui sont lancés sont ceux de la relance et ceux de la réorganisation financière. En fait, il doit y avoir, si notre dispositif marche bien, je dis notre dispositif parce que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde, les éléments, non pas d'un gouvernement économique mondial, ce serait merveilleux, mais c'est pas crédible, une seconde, mais les bases d'éléments de discussion, de résolution des conflits. Pour une nouvelle gouvernance mondiale? Oui, on peut dire ça. Gouvernance, si gouvernance, ça veut dire que on trouve un lieu où on peut se défendre des positions extrêmement variées, différentes. Alors vive la gouvernance. Un état de droit international sur le plan économique et financier. Alors voilà, c'est ça que Bush a
fait de grandiose. C'est que c'est lui... Alexandre Adler qui trouve des vertus. Vous êtes un des rares commentateurs à trouver des vertus à George Bush. Hein. Ouais, c'est une vieille tradition boursière. Il faut acheter à la baisse un peu. Et alors là, en l'occurrence, quand même, qu'est-ce qu'il a fait une grande chose? Les États-Unis et ce premier G20 ont accordé des crédits swap à la Suisse remboursables sur 3 mois, alors que les encours de crédit de la Suisse sont 7 fois le PIB de ce pays, donc ils sont absolument... Et depuis, nous avons eu 150 noms qui ont été sortis des comptes suisses, et les comptes suisses, c'est terminé. Et en fait, sans faire de communiqué, c'est Bush qui a mis les Suisses à genoux. Bon, vous avez salué l'action de George Bush en Irak, Alexandre Adler, sa réaction face au terrorisme. Est-ce que quand même vous trouvez... Et maintenant en Suisse. Et maintenant en Suisse. Est-ce que vous êtes heureux de ce qui se passe quand même aux États-Unis depuis l'alternance avec Obama? Est-ce que vous participez à cette Obamania qui est quand même toujours très forte en Europe? Oui, surtout que j'avais vraiment une grande sympathie pour McCain, humaine et tout. Oui. Et quand j'ai vu cet homme qui avait battu Hillary Clinton, qui n'était quand même pas un poids léger de la politique américaine, qui avançait comme ça, je me suis dit que de toute façon il fallait qu'il passe, parce que ce serait pour les États-Unis une manière de transcender toute une histoire, beaucoup de choses, et de tourner une page, et je ne regrette pas, parce que je pense que cet homme fait tout ce qu'il peut avec beaucoup de bonne foi pour remettre l'économie américaine et l'économie mondiale en piste. Donc voilà, j'avais de la sympathie pour les républicains, mais comme beaucoup de républicains, et McCain aussi, quand on lit son communiqué, finalement, je suis heureux qu'Obama soit président. Il a fait un très beau discours le soir de sa défaite. Peut-être son plus beau discours. McCain, oui, où il a dit qu'il était fier pour l'Amérique d'avoir Obama comme président. C'est quand même pas courant. Pour le sommet du G20, certains craignent que ce sommet ait une portée finalement très technique. Justement, alors Michel Dondu, peut-être pour avoir du concret, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Je crois que on voit bien que pour sortir de cette crise, il suffit pas d'avoir sauvé les banques et de les avoir financées, puisque des capitaux massifs ont été restitués aux banques, et puis que le crédit est toujours, elle sert toujours le crédit. Donc on risque une spirale récessive que les salariés vont payer par leur emploi, par leur salaire. Il faut sortir de cette spirale. Je pense que non, il ne faut pas non plus céder à l'idée qu'il faut attendre que le monde soit sauvé par les seuls États-Unis. C'est vrai que le système financier des États-Unis porte une lourde responsabilité, mais enfin, les institutions financières du monde entier ont également boursicoté, et je dirais même les entreprises, même les grands groupes ont activement participé à la financiarisation de l'économie qui s'est effondrée. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est effectivement des financements. En France, nous revendiquons la constitution d'un pôle financier, d'un pôle de financement public, on voit que Barack Obama nationalise des banques aux États-Unis. Je pense que ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Il ne suffit pas de dire il faut financer par le budget, mais il faut orienter toutes les ressources qui existent vers le financement de l'économie. Jean-Réveil Lorenzi, réaction? Les consensus les plus étonnants surgissent dans cette période. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut trouver, c'est pas compliqué. Il faut mettre en parallèle à l'assainissement des comptes des banques, qui n'aura pas lieu avant 1 an ou 2. Il va falloir beaucoup de temps. Non, mais c'est très compliqué. Tout ça, c'est quand même très compliqué. Il faut consiste les produits toxiques. On les déplie un à un. Et on ne sait pas ce que ça va donner pour beaucoup d'entre eux. C'est même pour ça qu'il est si difficile de fixer un prix. Qui sont dissimulés, ça et là. Et puis des choses qui vaudront quelque chose. C'est des prêts, il y a des prêts immobiliers parfaitement normaux et qui seront remboursés. Et puis à côté de ça, il y a des choses absolument baroques qui sont... Donc il faut à la fois ça et financer l'activité économique de nos pays. Et il se trouve que pour financer l'activité économique, il faut trouver des circuits qui peuvent être soit publics, c'est le cas du budget, c'est peut-être le cas de fonds divers et variés publics, ou ça peut être des systèmes d'emprunt. Enfin, je veux dire, il faut être très imaginatif. L'essentiel, c'est de bien comprendre que les ordres de grandeur qu'on a mis jusqu'aujourd'hui ne sont pas tout à fait suffisants. Quand je dis ne sont pas tout à fait suffisants, c'est une litote. Alors, depuis le début de ce débat, on parle beaucoup des Européens, on parle beaucoup des Américains, mais ce 2 avril, 90% du PIB mondial sera représenté à la table des négociations, mais pas 90% du PIB mondial. Est-ce que ce sommet, finalement, ne va pas juste régler les problèmes des seuls pays présents? Alexandre Adler. Écoutez, pour la première fois quand même, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil, l'Inde, c'est-à-dire l'essentiel du sud de la planète. Je sais bien que l'Émirat de Qatar
dont l'activité architecturale fait la plaisir de Paris aujourd'hui, ne sera pas là. Mais enfin, avec les fonds souverains, ils sont quand même là d'une certaine manière. Mais il n'y a pas beaucoup de grands pays absents aujourd'hui. Et de toute façon... ah oui, l'Iran n'est pas là, ça c'est vrai, c'est dommage. Mais disons qu'en dehors de cela, disons que, enfin, en gros, on peut dire que c'est pour la première fois à une table où les principaux pays de la planète, et pas seulement les riches, seront représentés. Donc 2 avril, date historique. Mais certainement. Bon. Très bien. On suit cela chaque soir de la semaine, bien sûr, sur Public Sénat. Merci à tous. Jean-Hervé Lorenzi, je rappelle la sortie de cet ouvrage du Cercle des économistes que vous dirigez, Fin de monde ou sortie de crise. Il y a un point d'interrogation. On a bien compris que vous l'avez souligné ce soir, le point d'interrogation avec les milliards qu'il faudrait injecter en plus pour la relance. Merci messieurs. Je peux me permettre, j'ai préfacé un rapport, deuxième rapport de la CIA. On avait déjà publié chez Robert Laffont et c'est entièrement consacré à la crise aussi. Voilà, les données de la CIA sur la crise. Avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, il ne faut jurer de rien. Emmanuel Dancourt.